Bon, c'est pas facile de parler après hier soir. J'ai préparé mes slides cette nuit, après, l'incroyable discussion qu'on a eue hier soir, le vin. Et finalement, je me suis dit que j'allais vous parler d'intelligence artificielle. Alors, dans cette biographie que vous venez d'entendre, peut-être ce que Olivia n'a pas osé dire, c'est que j'ai toujours su me vendre aux informaticiens comme étant un médecin et aux médecins comme étant un informaticien, en étant défroqué en fait des deux, euh, et un vulgarisateur. Donc ça va atterrir. Et pour atterrir, je vais essayer de- d'essayer de donner une sorte de matière à ce truc dont tout le monde parle, qui s'appelle l'intelligence artificielle. Alors en 2014, IBM déjà prétendait qu'ils allaient remplacer les médecins par, en l'occurrence, Watson. Mais enfin, qu'ils allaient faire de l'expertise médicale une commodité, un bidule qu'on peut s'installer chez soi, comme dans ces films genre Elysium, où on a à la maison la machine à laver la vaisselle, la machine à laver le linge, puis la machine à laver la maladie. On se met dedans, ça fait zzzz, puis voilà, c'est guéri, on sort, et voilà. Et ça, c'est un peu le transhumain de demain, qui vivra 1000 ans tout seul, probablement, parce que pour vivre 1000 ans, il faudra être peu nombreux quand même. Donc, il ne faudra pas se reproduire non plus, hein. Donc, voilà. En fait, mon premier message sur l'intelligence artificielle, je vais vraiment me concentrer sur l'IA, c'est que l'intelligence artificielle, ce n'est pas le machine learning. L'apprentissage automatique, ce dont tout le monde parle habituellement, c'est pour ça qu'on connecte data, données massives et intelligence artificielle, et en France notamment, Villani et tout ce qui se passe autour du Health Data Hub, c'est data, 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 plein de data, et puis un machin qui apprend tout seul, et puis de l'autre côté, tada magie, le truc, ça sait. Et en fait, ça, c'est le machine learning, ce n'est qu'une toute petite partie de ce qu'on nomme l'intelligence artificielle. Dans l'intelligence artificielle, il y a des grands mouvements qui durent depuis 40 ans. Certains sont centrés sur la connaissance, la transmission de la connaissance, la création de connaissances. Certains sont centrés sur l'expertise, le savoir, les règles. Certains sont centrés sur l'apprentissage. Certains sont centrés sur l'autonomie. Certains sont centrés sur plein de choses différentes. Et aujourd'hui, le problème principal que moi je vois dans ce mouvement de l'intelligence artificielle centré sur les réseaux neuronaux, etc., c'est que c'est imaginer que l'intelligence, ce n'est que quelque chose qu'on peut apprendre par l'exemple. Et qu'il y a des machins qui peuvent apprendre par l'exemple, et du coup, parce qu'il y aura beaucoup d'exemples et qu'ils pourront apprendre beaucoup, ils seront intelligents. Pas du tout. Et je vais juste vous l'illustrer avec un seul exemple. J'ai un fils, il a 20 ans, mais c'est toujours pareil. En tant que père, il y a des choses que j'aimerais enseigner à mon fils. Et l'enseignement que j'essaye de donner à mon fils, ben, il se fait sur le transfert de connaissances. Fils, je suis ton père, ne fais pas cela. Ne fais pas cela. Je t'assure. Alors de temps en temps, ça marche, et de temps en temps, ça ne marche pas. Et dans les situations où ça ne marche pas, je vous ai montré ici une plaque chauffée à rouge, où on dit, fils, ne mets pas tes doigts là-dessus, ne le fais pas. Eh bien, comme vous le savez tous, dans la vie, nous mettons nos doigts sur la plaque rouge, et nous l'avons tous fait. Mais nous n'avons pas besoin de le faire 200 000 fois. Et je pense que tout système qui a besoin de le faire 200 000 fois pour comprendre n'est pas intelligent. Fin de la discussion sur le machine learning et l'intelligence. Le machine learning, c'est un système d'apprentissage. Voilà.
et ce n'est pas de l'intelligence. Il y a beaucoup d'autres choses dans l'intelligence. J'espère que vous vous souviendrez de ce petit exemple. Voilà ce que c'est le machine learning. Voilà, ça c'est en fait quelque chose, et ce quelque chose, ça donne ça. Alors voilà un exemple de machine learning. Voilà un exemple de ce qu'on appelle l'intelligence artificielle. Alors il ne faudra pas me demander comment ça fait ça. Je ne sais pas. Mais je ne sais pas comment Beethoven a écrit ses symphonies. Je ne sais pas. Pour essayer de vous rendre l'intelligence artificielle plus expérientielle aussi, je vais vous faire écouter justement ça. Alors, ce que je vais vous faire écouter maintenant, il y a 3 extraits. On passera un peu de temps, pas trop, parce que je suis limité dans le temps, sérieusement, par Olivia. Elle m'a dit, je vous coupe. Je lui ai dit, bon. Je vais vous faire écouter quelque chose qui est construit avec du machine learning. Donc, des milliers de morceaux de musique associés à des milliers de partitions, associés à beaucoup de métadonnées qui décrivent les partitions et qui décrivent les morceaux de musique qui sont introduits dans un réseau. Puis, dans ce réseau, on lui donne ensuite des critères classificatoires qui sont équivalents à ceux qu'on a introduits dans le réseau quand on l'a enseigné, quand on l'a supervisé. Et puis on lui dit, bah maintenant, joue-moi quelque chose qui ressemble à métadonnées classificatoires, chorales, style Bach. Et ça donne ça. Et là, donc, il n'y a pas d'humain. Ça, c'est écrit, joué par la machine. Il n'y a que la machine. Tout. C'est de A à Z de la machine. Et puis après, on peut lui dire, bah maintenant, fais-moi du Vivaldi. Et c'est le même réseau, il fait ça. Mais tout de suite, là, paf, il dit, voilà. Ça, c'est nouveau. Ça n'existait pas il y a 2 minutes. Enfin, oui, parce que... Mais quand ça a été produit, ça n'existait pas 2 minutes avant. Et si on dit au réseau, refais-moi du Vivaldi, il va refaire autre chose, mais qui sera comme ça. Et puis ça, c'est du... Fais-moi du Bach, du Beethoven. Alors, il y a plusieurs équivalents CD de ce genre de musique qui sont téléchargeables. Je vous laisse l'écouter. Mon épouse, qui est peintre, elle est peintre, artiste peintre, quand je lui ai fait écouter ça, elle m'a dit « Ah mais on sent tout de suite, il n'y a pas de trip. » Moi, j'ai aucune sensibilité artistique. Franchement, je suis là, je me dis quand même, c'est pas mal. Hein. Mais voilà. Actuellement, si un artiste faisait ça, si moi, je faisais ça avec Eminem, personne n'applaudirait. Ce qui se passerait, c'est que je serais simplement attaqué pour plagiat. Parce que c'est ça que ça fait. Hein. Ça ne crée pas autre chose qu'une copie différente, mais similaire. Donc, je pense que ça, c'est le deuxième message. Voilà, ça ici, c'est pareil, mais cette fois, c'est avec la peinture. Donc, vous avez un réseau, vous prenez une photo, ça, c'est la photo que j'ai prise. J'ai un réseau, le réseau, je lui mets des critères classificatoires et de l'information. Je prends un grand peintre, voilà, un grand peintre que vous avez reconnu. Et je lui dis, ça, c'est lui, ça, c'est lui, ça, c'est lui. Je lui mets plein d'images. Ensuite, je fais ma photo, je prends ma photo, je mets dans le réseau et je lui dis, applique les critères de ce peintre. Je lui donne les mêmes critères classificatoires et ça va me transformer ma photo dans le style de ce peintre. Alors après, on peut dire, il y a des tripes, il n'y a pas de tripes, c'est génial, c'est nul, enfin tout ça, à vos souhaits. Mais si moi, je fais ça et que je mets ce tableau en vente, il ne vaudra pas 23 millions d'euros, il vaudra peut-être 23 ans. Ce n'est pas la même chose. 23 ans en prison. Donc, je ne sais pas. Disons, il ne faut pas oublier que c'est ça que ça fait. Hein. C'est
le démon de la place, demain, est constructible avec hier. En gros, c'est ça. Hein. Si on connaît toutes les causes, on peut calculer toutes les conséquences. En fait, c'est vraiment des moteurs qui sont des moteurs corrélatifs, prédictifs, et qui construisent le futur à partir du passé. Ils n'inventent pas un futur. Voilà, on peut l'utiliser dans des tas de trucs, dont en médecine. Alors vous voyez ici le système sur la rétinopathie diabétique qui a fait la une. C'est quand même 128 000 images. Donc si vous y pensez à la plaque rouge, 128 000 fois, plaf, 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 avant de comprendre qu'il ne faut pas le faire. En cancer, etc. Voilà. Le message suivant, c'est celui-ci. Il y a plein de médecins dans la salle. Quand on regarde ça, on comprend tout de suite, il n'y a pas besoin d'être médecin, que là, il y a de l'os, de la cervelle, on va dire. On peut même dire de la matière blanche, de la matière grise, etc. Et puis, il y a un truc pas normal. Ce machin-là, ça, c'est pas normal. D'ailleurs, c'est tellement pas normal et c'est tellement régulier que ça, c'est probablement un bug. On appelle ça un artefact. C'est juste. Il y a de l'os, il y a de la cervelle et il y a un artefact. Mais est-ce que c'est vraiment juste? Comment ça marche? On va prendre un scanner, c'est un peu plus simple qu'une résonance. Vous avez un fusil. Ce fusil, il tire un faisceau très fin. Et puis de l'autre côté, vous avez un capteur qui mesure l'intensité de ce faisceau. Vous tirez à travers la tête, 100, j'invente, 100. Ça traverse la tête, c'est absorbé. Il reste 12. Je mesure 12 et je tourne. Je tire, 13. Je tire, il y a un 28. Je tire, il y a un... Donc, je tire des chiffres à travers la tête, des valeurs de rayons X à travers la tête. Puis de l'autre côté, je mesure pour chaque tir une absorption. C'est ce qui reste, en fait. Je mesure l'intensité des rayons X qui restent et ça me permet de calculer la quantité qui a été absorbée. C'est comme ça que ça marche. Vous savez très bien que quand on fait un scanner ou une résonance, il n'y a personne qui scie la tête pour aller regarder comment c'est. On ne fait pas comme ça, on ne l'ouvre pas. Donc, on ne l'ouvre pas, on le déduit. Donc, comment ça marche? C'est comme je vous ai dit, et ce que je vous ai dit, c'est un sudoku. Ça s'appelle un système d'équations de n inconnus à n variables. C'est généralement des matrices carrées, 1024 fois 1024, avec une certaine profondeur. On sait combien on tire sur les bords, on sait combien on a de l'autre côté, puis il faut remplir les cases qu'il y a entre. Donc quand on a compris ça ici, c'est pas de l'os, et ça, c'est pas de la cervelle, et ça, c'est pas un artefact, mais tout ça, c'est une solution mathématique de ça. Parce que pour les maths, il n'y a pas d'os. Pour les maths, il y a des solutions. Il n'y a pas des solutions meilleures. Il y a des solutions. Donc, tout ça, c'est une solution. Ça, c'est le troisième message. Il n'y a pas d'os. Il y a des solutions. Je vais vous parler de la grippe. Vous avez tous peut-être entendu parler de Google Flu Trends. Pendant plusieurs années, le système de Google, qui utilisait les recherches sur Google Search, permettait de prédire les épidémies de grippe de manière beaucoup plus rapide que les réseaux de sentinelles, beaucoup plus rapide, 2 à 3 semaines d'avance, beaucoup plus juste, et surtout bien moins cher. Alors ça marche, c'est plus rapide, c'est moins cher, ça marche, c'est plus rapide, c'est moins cher, ça marche, 1 an, 2 ans, 3 ans, puis tout à coup c'est tout faux. C'est plus rapide, c'est pas cher, et c'est faux. Pourquoi? Parce que c'est un système de machine learning prédictif. Le message 4, c'est qu'on ne peut prédire que ce qui est prédictible. Dans la grippe, il y a 2 phénomènes. Dans une épidémie de grippe, il y a le premier phénomène, enfin le deuxième, c'est la propagation. La propagation, c'est un phénomène qui est prédictible. Il a des déterminants. Il y a des gens qui bougent, il y a des vents, il y a des transports publics, il y a une densité de population, il y a une mortalité du virus. Si le virus tue le porteur en 3 secondes, il ne va pas beaucoup s'étendre, etc., etc. Il y a tout un tas de déterminants qui fait qu'on peut modéliser une vague de progression. Mais il y a un premier phénomène. Ce premier phénomène, c'est, faut s'imaginer, il y a un virus. Ce virus, il est pépère, au chaud, dans un poulet chinois.
Et puis tout à coup, ce virus, il pète les plombs et il devient un serial killer. Le pétage de plomb du virus, ça s'appelle des mutations. Et s'il y a des phénomènes qui augmentent la probabilité d'avoir des mutations, les mutations sont d'ordre quantique pour la plupart du temps et de nature indéterministe. Leur nature n'est pas prédictible. Et donc, une fois que le virus a eu ces mutations, on peut prédire sa progression, mais on ne peut pas prédire quand il va faire sa mutation, parce que c'est indéterministe. Et c'est difficile parfois d'expliquer aux ingénieurs, messieurs, ce n'est pas une question de quantité de données, ce n'est pas une question de puissance de calcul, ça n'est pas une question d'algorithme, ce n'est pas déterministe. Ça les agace. Mais c'est comme ça. Voilà, le message suivant, c'est un problème de corrélation et de causalité. Alors je vais vous parler de ça, ça a été publié dans le New England Journal of Medicine en 2012. Sur ce graphique, vous avez ici en bas la consommation de chocolat par kilo, par habitant, par année. Et ici, vous avez le nombre de prix Nobel par pays, par 10 millions d'habitants. Et ce que vous pouvez voir, avec une corrélation de 0,8, qu'il y a une réelle corrélation entre combien on mange de chocolat dans un pays et combien on a de prix Nobel. Et là, vous avez la Suisse. Mais le premier renseignement de ce graphique, c'est qu'il y a une corrélation entre la consommation de chocolat et le nombre de prix Nobel. Premier enseignement. Le deuxième enseignement, quand on regarde ça, c'est que on voit ici ceux-là, les Suédois, ils ont autant de prix Nobel que les Suisses, ils mangent la moitié moins de chocolat, il y a un problème. Ils sont complètement en dehors de la droite de corrélation. C'était en 2012, et bien en 2019, on peut dire, oui, l'Académie Nobel a un problème. Et vous le savez tous, scandale après scandale, bref, ces mecs sont des tricheurs. On peut le dire. Mais c'est le deuxième apprentissage. Le troisième, c'est les Allemands. Les Allemands, ils mangent autant de chocolat que les Suisses, mais ils ont 3 fois moins de prix Nobel. Alors là, on n'a pas d'explication encore, mais ce qu'on peut dire, moi j'ai une opinion. Et mon opinion, c'est que le chocolat allemand est un neurotoxique. Ne jamais, jamais manger de chocolat allemand. Et la dernière chose que ce graphique nous montre, et ce que dit l'article, c'est qu'il ne faut pas mélanger corrélation et causalité. Un réseau neuronal, c'est une machine corrélative. Ce n'est pas une machine causale. Ce qu'un réseau neuronal fait, c'est une corrélation. Il construit un outil corrélatif entre 2 sets de données. Dans mon équipe, mes doctorants, une fois par année, je leur donne à chacun 2 sets de données aléatoires et je leur dis, faites-moi une corrélation entre ces 2 sets. En 10 ans, c'est jamais arrivé qu'ils n'aient pas réussi. On peut toujours construire une corrélation entre 2 sets de données. Ça ne veut pas dire que cette corrélation va se propager sur l'avenir. Ça ne veut pas dire que cette corrélation signe une causalité. Voilà. Quand on fait de l'intelligence artificielle, on doit enseigner. Un réseau, c'est un cerveau d'enfant avant sa création. Ce n'est pas un cerveau d'enfant à la naissance. C'est un cerveau d'enfant quand il y a encore un demi-groupe de chromosomes d'un côté et un demi-groupe de chromosomes de l'autre. Il est vraiment vide, vidissime, à vos souhaits. Et ce réseau, on doit lui enseigner quelque chose. On ne va même pas parler de l'IA non supervisée, parce que c'est le chaos absolu. Mais déjà, la supervisée, qui ne marche pas trop mal, parfois, il faut lui enseigner quelque chose. Et pour lui enseigner, il faut la vérité. Ça a l'air con, mais c'est comme ça. C'est-à-dire qu'en gros, si on enseigne à un cerveau très bien fait des choses très fausses, le cerveau très bien fait va dire des choses très connes. Et aujourd'hui, on ne sait pas comment enseigner à nos réseaux. Parce que la littérature médicale, par exemple, c'est 2/3 de la littérature médicale accessible sur Medline ne nous permet pas, n'est pas utilisable pour entraîner des réseaux. Sauf qu'on ne sait pas laquelle c'est. Parce qu'elle
elle donne des données fausses, parce qu'elle donne des données non reproductibles, parce qu'elle n'a jamais été reproduite, parce qu'elle dit des choses qui étaient vraies à un moment, mais qui sont plus vraies aujourd'hui, parce qu'elle dit des choses qui sont vraies aujourd'hui, mais qui seront plus vraies demain, parce qu'elle dit des choses contradictoires avec d'autres choses, parce que c'est ça l'essence de la science. L'essence de la science, c'est ce que vous disiez merveilleusement hier, c'est notamment une errance. Et sans errance, il n'y a pas de progression de la science. De même que l'évolution, ce n'est pas la sélection. L'évolution, c'est la mutation. Pas de mutation, pas de sélection. Donc pas d'erreur, pas de science. Et il y a plein de choses qui arrivent dans la science. 30 000 articles publiés, probablement faux, jamais retirés de Medline. Voilà. Ça ici, c'est publié dans Science, c'est peut-être un article pourri d'ailleurs, mais quand même, ça devient difficile de savoir ce qui se passe avec le machine learning, pas parce qu'on ne comprend pas très bien comment ça fonctionne, mais parce que les résultats qui nous sont donnés, les études qui sont produites, sont contradictoires. Élément suivant sur les données des données massives aujourd'hui, les données que nous produisons, c'est les données que produit l'humain et les données que sélectionne l'humain. Ce n'est pas des données normalement distribuées, ce n'est pas des données justes, ce n'est pas des données... Elles représentent une certaine vision du monde et de l'humain. Et je vais essayer de vous l'illustrer avec ça. 2015, il y a un grand concours de beauté par des moteurs d'intelligence artificielle qui est lancé dans le monde, où il y a plein de groupes qui vont postuler avec leur système de machine learning pour se combattre les uns les autres et combattre un vrai jury d'humains pour choisir une femme dans un concours de beauté. Alors, comment est-ce que tout le monde a procédé? Exactement comme ça, c'est des print screens de l'époque, de 2015. On va sur Google, on tape, ici je tape man, et puis on reçoit des photos, et puis on prend les photos, on les met dans le réseau, et on dit l'élément classifieur c'est mâle, et puis on en met plein, on prend 100 000 résultats, on les balance dans le réseau, puis le réseau il va apprendre des formes et des caractéristiques saillantes et des patterns de ces visages, et chaque fois il va les associer au terme mâle. Il ne va pas comprendre autre chose que ça. Puis après on fait la même chose avec femme. Alors on choisit, on tape femme, on reçoit ça. Déjà, je m'arrête là. Ça, c'est femme. Ça, c'est femme. J'ai aussi tapé belle femme. J'ose même pas vous le montrer. Et je ne vais pas vous le montrer. Donc, c'était en 2015. Mais ça, c'est femme. Donc, belle femme, c'est pareil à poil, déjà. Mais ça, c'est ça pour Google, mais ce n'est pas la faute de Google. C'est la faute aux humains qui utilisent cet outil de recherche pour chercher des photos qui s'appellent femmes, qui reçoivent des photos. Tout au début de Google, ils recevaient des photos de bananes, d'arbres et de voitures. Petit à petit, ils ont cliqué sur des femmes. Ça a sélectionné des femmes, puis ils ont cliqué aussi surtout sur certaines femmes, ça a sélectionné ces certaines femmes, puis on a cliqué de plus en plus sur les mêmes certaines femmes, puis elles sont devenues de plus en plus en haut, en top list. Et ça, pour Google, c'est femme, genre femme banale, normale, femme, quoi, femme humaine, l'élément représentatif femelle de l'espèce Homo sapiens sapiens. C'est ça. Eh bien, évidemment que quand vous faites un réseau neuronal, mais que ce que vous introduisez dans le réseau neuronal, ce n'est pas woman, c'est beautiful space woman, puis que vous testez votre réseau neuronal, ben ça fait un scandale qui fait la une des journaux. Pourquoi? Parce que toutes les femmes sélectionnées, elles sont blanches, elles sont blondes, elles ont les yeux bleus, puis en gros, elles sont à poil. Les données accessibles pour faire du machine learning sont très, très, très fortement biaisés. Et nos systèmes sont très fortement biaisés. Parce que les algorithmes sont biaisés, c'est des mecs qui font les algorithmes, c'est des jeunes mecs qui font les algorithmes, c'est des plutôt matheux qui font des algorithmes. Et ces algorithmes, on les entraîne avec des données biaisées. Et quand on n'a pas le résultat qu'on attend, on les corrige avec une intentionnalité qui n'est pas d'avoir
le résultat normal, mais qui est d'avoir un certain résultat, ce que nous estimons être le résultat juste. On crée une vérité et on forge ce réseau pour lui dire c'est ça la vérité. Voilà. Le résultat, c'est qu'on ne sait pas comment ça apprend. Puis là, vous avez un exemple d'une orange sur laquelle on a changé quelques pixels, et vous balancez ça dans Google Images, et il vous dit ceci est un hélicoptère. Parce qu'on ne sait pas sur quels critères le système décide que ceci est une orange. Et c'est vrai pour tout. C'est vrai pour tous les réseaux neuronaux. Voilà, message suivant, c'est que, comme je vous le disais, on les force à une certaine vérité. Vous avez un exemple ici de Google Images, d'un truc sur lequel Google Images investit beaucoup d'argent. C'est eux, je vous rappelle, qui ont inventé le TensorFlow, qui est l'outil le plus utilisé dans le machine learning aujourd'hui, et qui l'ont mis dans le domaine public pour l'améliorer. Et ici, comme sur toutes les photos de Street View, ils doivent flouter les visages et les plaques des véhicules. Alors, ils font ça très bien. Si vous regardez les visages, ils sont tous bien floutés, tout va très bien. Le problème, c'est qu'ils floutent beaucoup d'autres choses aussi. Parce que, vu de Google Street View, c'est préférable de flouter une roue en trop qu'un visage en pas assez. Parce qu'il n'y a aucune roue qui va vous faire un procès. Et donc, il y a plein de trucs floutés ici qui ne devraient pas l'être. La valeur prédictive positive de ce truc, c'est 50%. Maintenant, vous imaginez un système automatique qui fait des mammographies avec une valeur prédictive positive de 50%. Parce que, évidemment, on va surentraîner pour que le truc reconnaisse certaines choses. Donc, on va artificiellement augmenter la prévalence. Et donc, les systèmes se comportent comme s'ils étaient dans une population à haute prévalence, alors qu'en fait, ils sont dans une population, ici, à basse prévalence. Voilà. Dernier truc, c'est que c'est le hype. L'intelligence artificielle, c'est le hype. Alors, vous avez ici un article qui a été publié en 2017 et qui montre comment un réseau arrive à bien mieux identifier la cataracte que des médecins. Ça a été testé, archi-testé, publié quand même dans Nature. Et puis après, mais là, c'est plus Nature, c'est un des journaux de Lancet. Ça a été implémenté dans un hôpital, dans une clinique, et puis manque de peau, ben, le système il fait moins bien que les docteurs. Parce qu'il se trouve que les patients, ils n'arrivent pas à l'hôpital dans un club de haute prévalence de cataracte. Les patients qui arrivent en ophtalmo, ils ont tout. Ils sont dans une population normale. Il n'y a pas de filtre à la porte qui étiquette automatiquement les patients avec des portes petites, grandes, les hommes, les femmes, les risques cataractes. Il y a une porte d'entrée, une longue queue. Et puis, voilà. 2019, en clinique, ça ne marche pas. Et donc, toujours le même problème, c'est le hype. Et puis ça a été publié il y a quelques jours dans le Figaro. Enfin, c'est une étude européenne qui montre que il faut se méfier des gens qui prétendent faire de l'intelligence artificielle. Aujourd'hui, il n'y a pas beaucoup de gens qui font vraiment de l'intelligence artificielle. Faire de l'intelligence artificielle, c'est compliqué, c'est risqué. On ne sait pas très bien comment construire la généralisabilité. On n'a aucun outil qui permet de mesurer la reproductibilité. Vous construisez un réseau avec un dataset sur une topographie de nœuds. Vous reconstruisez le même réseau sur la même topographie de nœuds avec le même dataset et vous n'avez pas les mêmes coefficients. Donc, il y a plein d'outils méthodologiques qu'on n'a pas à notre disposition aujourd'hui pour assurer la robustesse de ces instruments. Alors, bien du courage pour les utiliser dans la vraie vie, mais en tout cas, moi, je ne me fierai pas trop à l'intelligence artificielle pour conduire ma voiture. Merci pour votre attention.